Bonsoir, nous sommes dans une édition spéciale pour parler d'un certain nombre de sujets d'actualité, notamment la situation au sein du MLC, qui, comme vous le savez, est le parti de Jean-Pierre Bemba, la deuxième force politique dans notre pays, après les premières élections générales organisées en 2006. Et nous avons sur ce plateau le tout nouveau secrétaire général du MLC, nouvellement désigné pour évoquer toute la situation des crises qui règnent au sein de son parti, mais également d'autres sujets d'actualité, notamment le calendrier électoral et la vision du MLC qui se constitue comme force alternative dans notre pays. Pour interroger le secrétaire général, je ne suis pas seule, je suis avec mes consoeurs et mes confrères, Stéphane Kitutu Léontois, Sonia Mugalo Lokusa, Magui Kinkela. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir, madame. Qu'est-ce qui se passe au MLC? Vous êtes le tout nouveau secrétaire général, à peine désigné, vous êtes contesté, on vous traîne devant le tribunal. Merci beaucoup et soyez les bienvenus au siège de notre parti politique. La crise au sein du MLC a commencé par la rédaction des mémorandums par 23 députés et sénateurs du MLC qui, dans leur mémorandum, ont évoqué deux sujets. C'est les constats qu'il y a une certaine léthargie au niveau du parti. Deuxième sujet, il s'est posé des questions sur les perspectives d'avenir et comme piste de solution à cette léthargie, à cette perspective d'avenir, il demandait qu'on convoque une réunion pour constater l'empêchement du président national. Nous pensions que c'était un débat démocratique qui était lancé en interne. Le document a été laissé à M. François Mwamba. Nous avons été surpris de voir tout de suite une forte médiatisation de ces documents et nous avons appris par la suite que M. François Mwamba était l'auteur intellectuel de ces documents. Et la léthargie du parti, nous l'avons nous-mêmes constaté, on se dit il faut faire quelque chose parce que là, nous nous approchons des échéances électorales. Les perspectives d'avenir, on dit on va en débattre dans le cadre du Congrès. Et déclarer l'empêchement du président national, vous savez, Jean-Pierre Bemba, jusqu'aujourd'hui, n'est pas condamné. Il est à La Haye où il est détenu provisoirement, donc il a la pleine jouissance de ses droits civils et politiques. Donc nous avons considéré qu'il y avait un problème. Mais lorsque les collèges des fondateurs s'est réunis pour évaluer cette situation de crise, avec les informations qu'ils ont obtenues sur l'implication personnelle de François Mwamba dans la rédaction de ces documents, dans tout ce qui s'est passé, ils ont considéré qu'il y avait un ébranlement de confiance à son égard et ils ont décidé de le déchoir de ses fonctions de secrétaire général. C'est le même mécanisme qui avait été mis en place. Vous vous souviendrez peut-être que M. François Mwamba est devenu secrétaire général à la suite de la décision du même collège des fondateurs. Donc voilà ce qui s'est passé. Il a été déchu de ses fonctions et au moins honoré pour exercer cette nouvelle charge au niveau de notre parti politique. Donc voilà ce qui s'est passé et puis nous avons été désagréablement surpris d'apprendre que nous avons été assignés en justice par M. François Mwamba et 6 autres camarades. Au-delà de la léthargie que vous avez reconnue vous-même, qui régnait au sein du parti, est-ce que ce n'est pas le vrai problème qui se pose? C'est la gestion des ambitions des uns et des autres alors que s'approchent les enjeux électoraux. Vous avez tout à fait raison. Lorsque les gens se regroupent au sein d'une organisation politique, chacun vient pour lutter pour la cause, mais il a aussi ses ambitions personnelles. Mais le mécanisme qui est mis en place pour justement arbitrer, gérer ses ambitions, à notre niveau, c'est le congrès du parti. C'est la grande réunion, la grande messe de tous les hauts cadres du parti qui viennent de toutes les provinces. C'est au sein de cet organe, de cette réunion, que ces questions d'ambition vont être débattues. Allons-nous présenter quelqu'un aux élections? Allons-nous participer aux élections présidentielles? Allons-nous présenter un candidat? Notre joker à nous tous, c'est Jean-Pierre Bemba. Mais ici, c'est fait que le calendrier électoral ne permet pas, ne coïncide pas avec les calendriers judiciaires. Il faudrait que les cadres se décident. Est-ce qu'il faut trouver une carte de l'échange? Toutes ces questions-là doivent être débattues au sein du Congrès. Mais on a vu certaines personnes vouloir contourner les congrès et s'auto-proclamer pour certains postes. Voilà un peu qui a créé les malaises au niveau du parti. Il y a un problème de leadership aussi quand même. Depuis le départ de Jean-Pierre Bemba, on constate qu'il y a énormément de problèmes justement dans la gestion
des ambitions des uns et des autres au sein du parti. Oui, parfaitement. L'absence de Jean-Pierre Bemba, son absence physique du pays, c'est un grand préjudice pour nous. Mais nous sommes quand même des acteurs politiques. Si nous parlons franchement entre nous, nous pouvons régler ces problèmes de cohabitation qui existent dans toute organisation. Monsieur le secrétaire général, à vous entendre, donc c'est une crise, c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est donc pas un tsunami. Non, ce n'est pas un tsunami. Le MLC a déjà une expérience malheureuse de ce genre d'événement. Nous allons aussi dépasser cet événement, cet incident. Bon, si ce n'est pas un tsunami, c'est tout de même une portion importante des cadres du parti, 13 membres, des députés et d'autres à des rôles importants. Ça veut dire qu'il y a tout de même un malaise. Et vous dites, dans le discours que vous avez prononcé exactement une semaine, vous ne ferez pas un ministère de la parole, un ministère plutôt d'action. Alors, quelle serait l'action principale? Parce qu'il y a tout de même cette question fondamentale de l'unité du parti que vous-même vous avez évoquée. Oui, la première action, c'est la cohésion, sauver la cohésion et l'unité du parti. En quoi faisant, par exemple, lorsque les gens aujourd'hui, certaines personnes pensent que les 23 signataires du mémo, députés et sénateurs, sont dans la logique de M. François Mwamba et qui sont avec lui, j'ai dit aujourd'hui c'est faux. Parce que nous avons parlé avec ses camarades qui disent que nous avons demandé un débat démocratique en interne. Nous ne sommes pas devenus un groupe de soutien à François Mwamba. La preuve en est que vous avez vu les derniers points de presse de mon grand frère, j'ai vu personnellement dans la salle, sous les 23 signataires, alors que les messages d'invitation avaient été envoyés à tout le monde, dans la salle, il n'y avait que 5 députés MLC. 5 députés MLC, pour vous dire que, donc, parmi les 23, il y a 5 qui sont, c'est peut-être les irréductibles de François Mwamba, mais la grande majorité de ces signataires sont restés dans le parti parce qu'ils pensent que le débat a été évoqué pour être entretenu en interne du parti et non pas susciter certaines ou une scission ou quoi que ce soit. Monsieur le secrétaire général, est-ce qu'il ne faut pas éviter à tout prix de donner l'impression que oui, le MLC c'est connu, c'est un parti des gens de l'autre volet intellectuel? Est-ce qu'on n'insiste pas là un peu à une guerre d'intellectuels? Quelle est l'opinion de la base du parti sur cette question? Non, la base du parti est informée. Il faut qu'on se dise des vérités entre nous. L'opération à laquelle nous sommes en train d'assister a pour finalité, et maintenant tout le monde le sait, a pour finalité de faire une OPA sur les MLC, en considérant que... OPA, ça veut dire une opération offre publique d'achat, c'est-à-dire récupérer le parti politique. Exactement, récupérer un parti politique qui est en déshérence. C'est ça le problème de fond. Aujourd'hui, M. François Mwamba se proclame président haï du MLC parce qu'il considère que Jean-Pierre Bemba est empêché. Qui a dit que Jean-Pierre Bemba... Alors, l'empêchement, c'est une notion juridique, ça doit être constaté. En fait, le fond du problème, c'est celui-là. Bemba n'est pas là, je deviens le patron du MLC. Ce n'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Il y a eu cette réaction du collège des fondateurs. Donc, deuxième question, vous dites conflit d'intellectuels. Non, ce n'est pas des conflits d'intellectuels. Vous verrez aussi ces phénomènes souvent se reproduire à l'approche des échéances électorales. Souvent, dans les partis politiques de l'opposition, il y a des turbulences. Pourquoi il y a des turbulences? Parce que certains amis considèrent que la lutte devient trop longue. C'est le moment peut-être... Trouver un raccourci. Exactement, trouver un raccourci. Et vous verrez, après ces événements, avant peut-être les élections, les uns et les autres vont se prononcer en faveur des candidats du pouvoir. Je ne sais pas si je dois vous appeler Monsieur le secrétaire général, parce qu'il y a quelques jours, j'ai appelé Monsieur François Mwamba, Monsieur le secrétaire général aussi. J'aimerais quand même que vous nous apportiez des éclaircissements sur pourquoi on ne va plus l'appeler Monsieur le secrétaire général, lui, et que maintenant ce soit vous, parce que lui, entre-temps, il évoque l'article 46 et 48, les deux articles de votre règlement d'ordre intérieur, qui font de lui toujours secrétaire général et président à l'intérim de ce parti, ont justement l'empêchement ou l'absence du président national, Jean-Pierre Bemba. C'est la première question. Et la deuxième question, vous êtes aujourd'hui en justice. Qu'adviendrait-il aujourd'hui si M. François Mwamba a raison devant la justice? Il évoque, j'ai dit tout à l'heure, des articles de votre propre règlement intérieur. Qu'adviendra-t-il? Vous allez abandonner le poste pour qu'il revienne à la place?
Je réponds à la seconde question parce que je crois que c'est la plus facile. Qu'est-ce que Mwamba reproche à la décision du collège des fondateurs? Pas les contenus, pas les fonds. Le fait que sur 30 fondateurs, 20 disent que nous ne voulons plus de François Mwamba comme secrétaire général. Cela est incontestable, il ne remet pas cela en cause. Ce qui remet en cause, c'est la procédure, c'est la forme. Donc si, dans l'hypothèse que vous évoquez, la justice considère que la procédure qui aurait dû être respectée ne l'a pas été, la solution est simple, on refait la procédure. On reconvoque selon la procédure qui serait décidée par le tribunal et on reprend la même décision. Parce que le premier, ce n'est pas la décision, le premier, c'est la procédure, il se base sur la procédure. Aujourd'hui, il y a, comme je l'ai dit, j'ai échangé avec beaucoup de ces fondateurs, ils disent non, nous ne pouvons pas revenir sur notre décision. Monsieur François Mwamba est déchu de ses fonctions. Si par hypothèse, la justice lui donne raison, nous recommencerons la procédure et monsieur Mwamba sera déchu de ses fonctions. Et les articles libres? Mais justement, il évoque, ce sont des articles qui définissent, qui définissent la procédure. Non, ça c'est maintenant au tribunal, parce que vous l'avez vous-même évoqué, nous sommes en justice, c'est au tribunal maintenant de statuer, parce que nous avons des éléments. Oui. Monsieur le secrétaire général, vous-même au sein du parti, comment vous interprétez ces articles? Parce que lui, il dit que l'article, je crois 48, je n'ai pas le statut devant moi, mais le règlement plutôt, l'article 48 fait de lui président à l'intérim, étant donné qu'il y a effectivement, il reconnaît, il dit qu'il y a empêchement de M. Non, mais qui reconnaît qu'il y a... Pourquoi Jean-Pierre Bemba est empêché? Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, je vous l'apprends peut-être, continue à poser des actes juridiques. Chaque mois, vous savez que M. Bemba signe des chèques pour nourrir sa famille. On ne lui a pas interdit. Il n'y a aucune décision de la CPI. La particularité... Qu'est-ce que vous entendez par empêchement? Non, empêchement, c'est lorsque le président du parti, définitivement, ne peut plus poser des actes juridiques. C'est là l'empêchement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas de Jean-Pierre Bemba. Aucune décision. Qu'il est là à la haie. Oui. S'il décide aujourd'hui d'être candidat président de la République, il va l'être. C'est ce que vous oui, s'il décide, maintenant dans la matérialité, l'exécution, c'est un autre problème. Mais juridiquement, aujourd'hui, il n'y a aucun obstacle à ce que Jean-Pierre Bemba puisse se prononcer en faveur d'une candidature à la présidence de la République. Pour revenir à votre question, il n'y a pas d'empêchement juridique. La CPI, c'est une juridiction, comment dire ça, très informatisée. Vous pouvez vérifier sur le site de la CPI s'il y a une décision qui a été prise qui réduit l'exercice des droits civiques ou politiques de Jean-Pierre Bemba. Il n'en est pas question. Je tiens aussi à vous signaler que dans la République démocratique du Congo, jusqu'à aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est sénateur de la République. Donc, la propre institution à laquelle il appartient, une institution d'État, n'a jamais constaté l'empêchement de Jean-Pierre Bemba. Oui, mais parce que là aussi, il y a un règlement intérieur au niveau du Sénat. Si vous n'êtes pas présent pendant autant de tout, peut-être parce que le bureau du Sénat ne veut pas prendre la décision politique de faire jouer les règlements. Non. Ce que je constate, c'est que Jean-Pierre Bemba, jusqu'à aujourd'hui, est toujours sénateur. Il n'est pas empêché au Sénat. Pourquoi il est serré au MLC? Alors, donc, il continue à diriger le MLC? Non, Jean-Pierre Bemba ne dirige pas le MLC. Nous sommes en concertation régulière avec lui sur certaines options. Il exerce tous ses droits. Mais il ne dirige pas. Jean-Pierre Bemba n'appelle pas, disait aujourd'hui faites la réunion, je vous donne l'ordre du jour, décidez ceci. Non. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'ancien secrétaire général. Les collèges des fondateurs s'est réunis ici à Kinshasa. Jean-Pierre Bemba n'était pas avec nous. Sur une lettre de Jean-Pierre Bemba quand même. Non, pas il a envoyé une lettre pour dire qu'il fallait des choix. Non, et qui a vu la lettre? Ça, c'est des spéculations, c'est des rumeurs. Les collèges des fondateurs s'est réunis, on a décidé. Alors, monsieur le secrétaire général, d'abord félicitations pour votre nomination. L'action en justice entamée par François Mwamba a été dictée par la décision, une lettre qui est partie du MLC à l'Assemblée nationale pour justement chercher sa place au groupe parlementaire. Apparemment, le président de l'Assemblée nationale ne semble pas vous appuyer dans cette logique. Que comptez-vous faire si jamais votre démarche n'aboutissait pas dans ce sens-là? Non, la chose est simple. Nous avons envoyé 2 correspondances à l'Assemblée nationale. La première, c'est pour informer l'institution du changement intervenu au sommet du parti. La deuxième, c'est pour informer le bureau de l'Assemblée nationale du changement intervenu dans la gestion du groupe parlementaire MLC. Je vous ai donné les rapports de force dans ce groupe. Le MLC aujourd'hui a 63 députés. Sur les 63 députés,
les groupes, disons les MLC, ceux qui sont restés dans la ligne du parti, c'est 63 moins 5, ça fait 58. 58 députés sont restés ensemble. Il y a 5 qui sont avec M. François Mwamba. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons... Du MLC toujours. Oui, il est toujours du MLC. Il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu du MLC, mais... Il y a 5 députés également. Oui, il est député, il est membre du MLC, mais il y a quand même des choses qui nous surprennent. Comment quelqu'un qui se dit président haï du parti, secrétaire général du parti, peut traîner son propre parti politique en justice? Oui, Donc, à l'Assemblée nationale... Ça veut dire pour attaquer l'organisation, il faut être à l'extérieur. Donc, vous prenez acte de cela et vous voulez le remplacer, c'est logique qu'il soit remplacé comme président du groupe parlementaire. Oui, il y a une décision là-dessus. M. François Mwamba n'est plus président du groupe parlementaire MLC. Alors, M. Lohaka, est-ce que vous avez le contrôle de vos troupes? On entend par-ci, par-là des motions de soutien, soit à Thomas Lohaka, soit à François Mwamba. Est-ce que vous avez la même mise sur l'ensemble des fédérations du mouvement de libération du Congo? Je ne sais pas, peut-être je suis mal informé, mais je n'ai pas entendu une motion de soutien à François Mwamba. Et à part peut-être d'un territoire du Kasaï, c'est à Chikapa, je pense, un territoire du Congo. Mais tous les présidents fédéraux sont avec nous. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous avez le contrôle de toutes vos troupes? Non, je vous dis, c'est l'impression qu'on veut donner dans l'opinion qu'il y a une tentative de scission. Non, il n'y a pas une tentative de scission. Il y a un groupe, il y a un individu, François Mwamba, qui a des problèmes avec l'organisation, mais c'est un homme seul, comme vous l'avez vu dans son point de presse, assisté de 5 députés MLC. La base du MLC reconnaît la légitimité des dirigeants actuels. Je n'ai pas de soucis là-dessus. Alors, monsieur le secrétaire général, avant de prendre ma dernière question, quel est le sort que vous réservez ces députés qui continuent, qui ont resté même leur propre parti en justice, qui sont avec François Mwamba? Non, là aussi, il faut distinguer les choses. Les 5 députés dont je parle, personne n'a attaqué le parti. Aucun député, parmi les 5 là, il y a 6 membres fondateurs du collège des fondateurs sur 30 qui sont avec M. Mwamba. Mais les députés signataires, vraiment il faut faire la part des choses. Parce qu'il y a eu un glissement insidieux. On voulait récupérer les signataires du mémo en disant c'est les groupes à François Mwamba. Non. Et même le 5 là, vous dites quel sort leur réserver. Non, le MLC, c'est une association privée ouverte à tout le monde. Ses amis, je vous ai dit, ils étaient 23. Les autres sont revenus dans leur... Ils se sont retractés. Pardon? D'après lui, le nombre augmente. Non, le nombre augmente, il faut les constater. Il a envoyé les messages à tous les députés MLC, les députés provinciaux de Kinshasa, on en a 22 ici. Les députés nationaux, nous sommes 63. Les sénateurs, on en a 15. Combien ont répondu à l'invitation de M. Mwamba? Je vous dis 5. Et si je veux entrer dans le détail, sur les 5, 4 ont des affinités tribalo-ethniques avec lui. Alors, M. Lohaka, vous êtes le 3e secrétaire général du parti. Votre parti, le MLC, bat un record important en termes de radiation, de désertion, et que sais-je encore. Il y a véritablement, comme disait mon confrère tout à l'heure, un tsunami au sein du MLC. Ça fait de vous un parti, en tout cas particulier. Quelle est la sauce Lohaka pour stopper cette hémorragie? Déjà, il ne s'agit pas, quand on parle d'un parti politique, ce n'est pas une question de nombre, combien vous êtes, c'est une question de vision. Je vous donne un exemple, nous sommes tous de chrétiens. C'est l'exemple entre le Christ et Barabbas. Barabbas avait la foule. Pour lui, Jésus était seul. Mais il avait la vision. Aujourd'hui, l'histoire retient Jésus-Christ. On a oublié Barabbas. Donc, ce n'est pas une question de nombre, comme je disais. Mais le départ aussi, ça s'explique. Quand est-ce que les gens ont eu des velléités de quitter les MLC? C'est quand les MLC n'étaient plus au pouvoir. C'est quand les MLC n'étaient plus au pouvoir. Nous nous engageons dans les MLC, c'est pour une cause. Mais de temps en temps, il y a des gens qui se fatiguent. Vous vous souviendrez de l'histoire de la traversée du désert.
il y a eu des gens qui commençaient à parler, à ruminer, en disant quand est-ce que nous arriverons. C'est ce qui est en train de se passer aussi chez nous. Il y a des gens qui se fatiguent. Mais les gens qui sont là, nous sommes venus avec les MLC. Et depuis le maquis, j'ai fait 5 ans, j'ai consacré 5 ans de ma vie dans la lutte politico-militaire avec les MLC. Nous sommes venus ici, certains amis se sentent fatigués, c'est libre à eux de partir. Ils sont tous les fondateurs originels. Oui, mais les gens se fatiguent. Il y a un statut. Enfin, tous les deux sont partis. Oui, mais vous savez, les gens, c'est une longue lutte. Les MLC aujourd'hui a 13 ans. Il n'est pas dit que lorsque vous êtes fondateur du MLC, c'est un mariage à vie. Et non, celui qui est fatigué, il part. Mais ce que nous déplorons, c'est celui qui n'a plus la volonté de continuer la lutte, qu'il essaie de causer des problèmes au parti. Il y a certains qui sont partis. Je prendrai pour exemple le dernier en date, José Makila. Il a été élégant, il est venu nous voir, il disait « Mes amis, nous avons cheminé pendant un moment, aujourd'hui je pense que moi, ma route s'arrête là. » Et il nous a remis devant la presse. Il nous a remis un document, sa démission, et puis aujourd'hui il a créé son propre parti politique. Nous sommes restés des bons amis. Je crois que c'est l'exemple à encourager. Les MLC, c'est vrai que vous voyez ceux qui partent, mais vous ne voyez pas ceux qui viennent. Le plus important, lorsqu'un cadre s'en va, et qu'il y a 1000 militants qui adhèrent, je n'ai pas le choix. Le choix est clair pour moi. Militants et cadres, encore que là, on peut discuter. Je voudrais reprendre les termes que vous avez utilisés vous-même en début de cette émission. Vous êtes un parti en déshérence. Non. Le calendrier électoral. Nous sommes comme en déshérence. Oui, en déshérence. Oui. Et donc, alors qu'on est dans une année électorale avec des enjeux électoraux, et cette crise, bon, peut-être c'est parce que vous n'avez pas envie d'aller aux élections. Non, nous allons participer aux élections à tous les niveaux. Alors, le calendrier électoral a été publié. Oui. L'électorat est convoqué pour le 28 novembre 2011. Est-ce que le MLC est prêt pour affronter les élections? Nous serons prêts. Nous serons prêts le 28 pour aller à ces élections. Mais puisque vous évoquez les calendriers, j'aimerais faire quand même quelques observations. La première, nous nous réjouissons de l'état d'esprit de la nouvelle institution électorale qui considère les élections, c'est un problème des acteurs politiques. Ils sont là pour arbitrer et donc tout le monde doit se sentir concerné par ce qui se passe. Donc, le pasteur Ngoï Mulunda a fait une tournée de concertation. Nous l'avons beaucoup encouragé dans cet état d'esprit. Deuxième chose, en parlant du calendrier lui-même, il y a quelque chose qui nous frappe. On dit, par exemple, quelques incohérences, on dit qu'il faut que les opérations des révisions du fichier électoral s'achèvent le 30 juin pour permettre justement qu'on ait les élections le 28 novembre. Mais le jour où on publie ces calendriers, tout le monde dans la salle sait que la révision n'a pas encore débuté à Kinshasa. Et chaque C'est pour ce samedi. Oui, mais justement, ça ne change rien à ce que j'essaie d'expliquer. Ils n'ont pas encore commencé, ils vont commencer le 8. Chaque province a droit à 90 jours, 90 jours. Si on accorde à Kinshasa, c'est 90 jours. Ça commence le 8. C'est 60 jours. Non, 90. 90 jours comme toutes les provinces, c'est écrit dans le calendrier. Je l'ai encore avec moi. 90 jours pour les 7 provinces restantes. On accorde à Kinshasa le même délai que les autres provinces. Au mois d'août, on termine. Le 8, on termine le 8 août et non plus le 30 juin. Ça nous fait combien entre le 30 juin et le 8 août? C'est, je pense, 38 jours. Un mois, plus d'un mois. Je pense que de manière mécanique, le calendrier proposé par la CENI va subir un retard mécanique d'au moins un mois. Donc, est-ce qu'il ne le savait pas? Est-ce qu'il le savait? J'ai parlé avec l'une de mes relations qui est technicien à la CENI. Il me dit non. Le problème, c'est que le bureau de la CENI a fait du calendrier un problème politique. Il n'a pas été examiné par les techniciens parce qu'absolument, on voulait absolument, il faut annoncer exactement. Et on a annoncé cela, mais nous sommes préoccupés parce que nous pensons que ce calendrier sera difficilement respecté. C'est en même temps un pas en arrière, mais dans le calendrier toujours, parce que M. François Mamba prévoit de convoquer un congrès très bientôt. C'est un congrès du MLC, comme il dit. Allez-vous le suivre dans ce congrès? Enfin, je ne sais pas trop comment vous allez vous y prendre.
allez-vous aussi convoquer un autre congrès? Parce que c'est à l'issue de ce congrès que vous saurez finalement qui sera votre candidat pour la présidentielle et même les autres échéances. Et vous m'avez vu sourire, c'est pas que je vais me moquer de François Mwamba, c'est un homme que je respecte. Je travaillais de longues années avec lui, je ne peux jamais me moquer de lui. Mais je considère qu'aujourd'hui, il n'a pas qualité pour convoquer un congrès. Le MLC, c'est ici. La preuve en est qu'il a convoqué les députés et sénateurs. Il y a sur une centaine d'élus qui sont présents à Kinshasa, il y a 5 qui ont répondu. Combien répondront à son congrès? Et si beaucoup viennent? Non, cela ne se fera pas. Et que vous avez le même candidat, Jean-Pierre Bemba Gombo? Non, madame, ça risque pas. Là, on commence à faire de la politique fiction. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Le vôtre, vous le convoquez quand? Directeur de campagne au cas où c'est Jean-Pierre Bemba qui est candidat? Non, nous savons que ça, c'est de la communication. Non. Votre congrès? Nous ne l'avons pas encore annoncé parce que nous sommes en concertation justement avec les présidents des fédérations et pour avoir une idée précise quand est-ce que nous pourrons convoquer ces congrès. Et il a fallu une lettre ouverte du président national pour dire que les gardiens du temple ne font pas leur travail? Non, je vous ai dit, nous avions des problèmes en interne, ce qui explique cette crise. Mais c'est vrai que, je vous dis, nous nous concertons avec le président national. Nous sommes tous à fait d'accord qu'il faut rapidement convoquer un congrès, mais je ne peux pas aujourd'hui annoncer une date. Oui, monsieur le secrétaire général, je voudrais revenir sur une question importante que vous avez vous-même évoquée, ici en termes un peu rapides, mais importants lors de votre communication de samedi dernier. Vous insistez sur l'unité, la cohésion du parti par des actions que vous allez mener. Vous insistez sur les ambitions rationnelles, la gestion des ambitions rationnelles individuelles et collectives. Je voudrais revenir sur un cas vécu. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé en Bandaka. Le parti avait des candidats et vous savez ce qui s'est passé. Ce n'est pas à moi de vous le rappeler. La question donc, c'est un problème fondamental d'hommes politiques. Les gens qui sont à côté de vous, est-ce que vous en avez pleinement confiance? Est-ce que vous pensez que cette question d'ambition, de la gestion des ambitions individuelles et collectives, ne va pas vous poser de problème? Oui, ça pourrait nous poser... Compte tenu de l'état d'esprit de nos politiciens que nous connaissons tous. Leur versalité est légendaire. Non, ça pourrait nous poser un problème, mais je pense qu'il y a une solution à cela. Lorsque nous décidons de nous mettre ensemble volontairement, aucun membre du MLC n'a été contraint d'adhérer au MLC, les gens sont venus librement. Mais lorsque vous vous engagez dans une organisation, on vous exige un minimum de discipline pour faire évoluer l'organisation. Je vous rappelle que j'ai été le ministre de la Défense du MLC pendant le maquis, donc j'essaierai quand même de mettre un peu plus l'accent sur la discipline. Dans toute organisation, lorsqu'il n'y a plus de discipline, il n'y a plus d'organisation. Donc, on est d'accord, celui qui veut rester dans le MLC, nous avons un projet de société, la population est avec nous, nous allons vendre ces projets aux prochaines échéances électorales, mais il y a un code de conduite défini lorsqu'on adhère au MLC. On connaît ce que prévoit notre règlement intérieur. Donc peut-être, pour éviter ce qui s'est passé, il y aura les débats, bien sûr, les dialogues. Il ne faut pas venir commencer à fouetter les gens. Il y aura les débats démocratiques, les échanges, mais lorsqu'un organe a décidé, l'organe a décidé. En parlant de calendrier électoral, on voit également les alliances politiques qui pourraient se peaufiner avant ou pendant les élections. Alors, vous êtes un parti d'opposition. Naturellement, si alliance il y a à faire, ce sera avec d'autres partis d'opposition. J'aimerais faire une jonction avec une dernière déclaration de M. François Mwamba lors de sa dernière sortie médiatique, en parlant de membres de l'opposition. Il leur a demandé pardon pour avoir, avec le MLC, je crois à l'époque, bloqué cette histoire de porte-parole de l'opposition. C'était un mea culpa qu'il a fait, puisque le MLC voulait, le président national, bien entendu, d'après lui, voulait s'accaparer justement de ce poste. C'est qui va justement entamer vos relations avec cette opposition, avec qui vous devriez demain faire alliance. Et ça me surprend un peu, parce que nous avons encore des enregistrements ici où M. Mwamba explique comment les postes et les porte-parole sont bloqués. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a écrit, lui, personnellement, au bureau de l'Assemblée nationale, au bureau du Sénat. Parce que la loi portant statut de l'opposition dit ceci.
l'Assemblée générale, composée de tous les élus, députés et sénateurs de l'opposition, chargés de désigner les porte-paroles, est convoquée par le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat. Voilà le mécanisme. Nous avons écrit à ces deux bureaux, ils n'ont jamais réagi. Je suis surpris. Semble-t-il, parce qu'il y avait deux règlements qui avaient été soumis aux deux bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, un règlement intérieur venant du MLC et puis un autre venant de l'autre plateforme de l'opposition. Alors ça leur a posé un problème. Non, la loi ne dit pas qu'il faut trouver absolument un consensus sur un règlement intérieur à l'extérieur de la réunion. La loi dit que c'est cette plénière-là qui va adopter le règlement intérieur. Mais la plénière a été incapable d'adopter ce règlement intérieur. Non, la plénière n'a jamais été convoquée. Et n'a jamais été convoquée jusqu'à aujourd'hui. À cause du MLC, selon Dixit François Mwamba. Non, ça c'est ce que dit François Mwamba aujourd'hui dans la situation où il se trouve. Mais qui était hier secrétaire général, donc qui maîtrise les secrets du parti. Non, moi je vous dis ce que moi je sais. En fait, on dit qu'il veut noyer son chien, l'accuse de rage. Là, on a même vu à la sortie sur RFI, même par cette déclaration, en fait, quel est le message qu'il est en train d'essayer de faire circuler? Si ça ne va pas dans l'opposition, c'est les ambitions personnelles de Jean-Pierre Bemba qui nous bloquent. En même temps, il se dit, je serai le directeur de campagne de Jean-Pierre Bemba s'il sortait. Au cas où il était. Non, il faut qu'on soit cohérent, il faut qu'on soit franc. Il faut qu'on soit dans la vérité. Lorsqu'on n'est plus avec quelqu'un, il faut l'assumer. Il faut dire qu'on n'est plus tout à fait d'accord. On ne peut pas dire je soutiens Jean-Pierre Bemba et en même temps envoyer des messages comme quoi ce sont ses ambitions personnelles qui sont en train de nous bloquer. Ce n'est pas exact parce que je vous ai dit, c'est lui-même qui avait écrit au deux bureaux. Si on nous avait convoqués pendant cette réunion et que les MLC dit pour nous c'est Jean-Pierre Bemba ou rien, là les gens auront compris que les MLC bloquent, ce qui n'est pas le cas. Alors, une opposition parlementaire hier qui a été incapable de sortir un candidat. Vous pensez que demain, avec l'UDPS qui revient dans le processus, avec d'autres partis, d'autres ambitions, c'est une alternative possible? Non, je pense que maintenant, avec la modification de la Constitution qui nous contraint à un seul tour des élections présidentielles, nous n'avons pas le choix. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a cette prise de conscience dans l'opposition. Il faut absolument nous mettre ensemble si nous voulons avoir des chances de gagner face à la machine AMP. La conscience est là. Maintenant, il y a un problème important, ça c'est inhérent aux politiciens congolais, c'est un problème d'ego. Tous les politiciens congolais se pensent les uns plus populaires que les autres. Nous sommes en train de travailler pour redevenir raisonnables. Mais aussi, il y a des problèmes de mécanismes. Il ne s'agit pas de s'aligner derrière un individu. Nous voulons conquérir le pouvoir, mais pour faire quoi? Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que nous voulons, nous ferons demain si nous prenons le pouvoir. Si nous sommes d'accord là-dessus, la question d'homme, la question d'individu deviendra secondaire. Mais nous, on inverse la démarche chez nous. On veut d'abord s'aligner derrière un individu et puis on dira, quand on sera au pouvoir, nous allons improviser. Ce n'est pas la démarche du MLC. Quand vous aurez réfléchi, puisque vous êtes en train de réfléchir et que vous aurez décidé de ce qu'il faudrait faire une fois au pouvoir, êtes-vous prêt, MLC, à céder cette place-là, ou la place de candidat à la présidentielle, à quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, je pense particulièrement à Étienne Tshisekedi, par exemple, qui est du même coin que François Mwamba. Ici, vous aviez reproché à François Mwamba, selon lui, d'être originaire du Kassai et ne pas être la personne qu'il fallait pour le MLC. Non, on n'a jamais reproché à François Mwamba. Ça, il l'a dit. Non, il a dit. Mais je n'ai pas appris, je n'ai pas entendu un cadre du MLC dire que nous reprochons à François Mwamba d'être kassaïen. Il a des ambitions. Non, c'est un faux. Non, c'est un faux procès qu'on nous fait. Le MLC n'a jamais. Oui, je profite de cette occasion pour dire ceci. On essaye à chaque fois, lorsqu'on veut critiquer le MLC, donner des caractères tribalo-ethniques à l'organisation en disant qu'on n'aime pas François Mwamba parce qu'il est kassaïen. Je tiens peut-être à rappeler, les gens ne le savent peut-être pas, comme je parle couramment lingala et que j'ai vécu longuement à l'Équateur, les gens me prennent pour un Mongala. Non, je suis originaire de l'Est, de la province du Maniema. Et je suis l'un des proches collaborateurs de Jean-Pierre Bemba depuis le maquis. Donc Jean-Pierre Bemba n'est pas tribaliste, le MLC ce n'est pas un mouvement régionaliste. Ça doit être dit. Donc nous n'avons jamais reproché à M. Mwamba d'être kassaïen, il y a beaucoup de kassaïens parmi nous. Mais pour revenir à votre question, la configuration de l'opposition, est-ce que le MLC est prêt? C'est que moi je dis, voici la bonne démarche. Il faut que chaque parti politique lève des options, les MLC, l'UDPS
et les autres formations, lorsqu'après leur propre congrès, nous venons nous mettre maintenant autour d'une table. Quel est le candidat de l'UDPS? Quel est le candidat du MLC? Quel est le candidat des autres partis politiques? À ce moment-là, on regarde de manière rationnelle, parmi toutes ces candidatures, qui a le meilleur profil pour battre l'adversaire. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut se poser des questions. Il ne faut pas dire que non, tout de suite, nous nous alignons derrière un individu, nous faisons... Non, non, il faut vraiment qu'on puisse épuiser les débats internes, on se retrouve et puis on regarde... Ou ce sera faisable? Non, ce sera faisable. Et puis on regarde les meilleurs candidats, les meilleurs d'entre nous, comme on dit en France, capables de battre l'adversaire. Les meilleurs d'entre vous, vous vous mettez d'accord sur la vision, sur le même programme. Exactement. Chaque parti désigne ses candidats. Le MLC désigne Jean-Pierre Bemba, l'UDPS Étienne Tshisekedi, et puis je ne sais pas, la plateforme pour Gilbert Kiakwama. Et comment vous vous mettez d'accord? Est-ce que vous, le MLC, excusez-moi de terminer, vous, le MLC, avec votre président qui a quelques petits soucis, s'il s'avère qu'il ne pourra pas, au regard du calendrier électoral, nous allons y revenir, qu'il ne pourra pas être présent à Kinshasa, est-ce que vous êtes prêt à accepter de vous effacer en faveur de l'un ou l'autre, notamment Étienne Tshisekedi? Non, la première hypothèse que vous avez évoquée, Jean-Pierre Bemba candidat du MLC. Si Jean-Pierre Bemba est candidat du MLC, c'est que nous avons réglé les soucis judiciaires. Si Jean-Pierre Bemba est là, dans la classe politique aujourd'hui, honnêtement, je vous l'ai dit, je ne vois pas les politiciens qui ont un meilleur profil que Jean-Pierre Bemba pour battre Joseph Kabila. Même pour Tshisekedi? Aujourd'hui, je vous l'ai dit, même Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba dans ce pays, je vous donne un exemple, à Kinshasa, il a fait 70% des voix. 70%. Dans le contexte, est-ce qu'il est convertible en 2011? Non, ce que je suis en train de vous dire, que le MLC a un atout majeur, un joker qui s'appelle Jean-Pierre Bemba. Maintenant, deuxième hypothèse, Jean-Pierre Bemba n'est pas là. Serons-nous capables d'accompagner notre candidat? Nous sommes raisonnables, nous allons voir. C'est une possibilité. Nous ne sommes pas là que s'il n'y a pas un candidat MLC, nous ne faisons rien, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'alternance politique. Il faut assurer l'alternance, mettre un terme à la mauvaise gouvernance. Donc, s'il y a un député, un candidat de l'opposition qui a des chances sérieuses de battre les candidats de l'AMP, il aura le soutien du MLC. Est-ce que M. Jean-Pierre Bemba lui-même, il est prêt à l'accepter? Accepter quoi? Accepter que quelqu'un d'autre soit candidat et que lui ne se présente pas. Parce qu'apparemment, excusez-moi, c'est ça le nœud du problème. C'est là qu'il y a tout le problème. J'ai l'impression que dans certains médias, on a une image caricaturale de Jean-Pierre Bemba. Pas dans certains médias, au Congo. Non, pas au Congo, parce que je vous dis, il a fait 70% des voix dans cette ville. Je parle du Congo, pas de Kinshasa. 42% dans toute la République, ça veut dire des millions et des millions de Congolais qui ont fait confiance à ces garçons-là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, au-delà de cette image caricaturale, il n'y a que lui, pas quelqu'un d'autre. Jean-Pierre Bemba s'est composé avec les autres. Nous avons accepté la transition. Nous nous sommes effacés en acceptant Joseph Kabila comme président de la République. Ce n'était pas notre revendication de départ à Sun City, comme vous le savez. On ne reconnaissait pas Kabila comme président de la République. On disait que ce n'est pas une monarchie. Mais lorsqu'il faut faire de la politique, il faut pacifier les pays, il faut conduire les pays aux élections, Jean-Pierre Bemba a fait un pas en arrière. Il a accepté d'être vice-président. La question de l'unité de l'opposition est fondamentale. Ceux qui sont informés connaissent le programme du MLC. Le MLC prône un programme, je crois, libéral. En face, schématisons comme cela, il y a M. Étienne Tshisekedi. M. Étienne Tshisekedi a fait partie de plusieurs associations de l'international socialiste, donc, disons, de gauche. Donc là, il y a une espèce de dichotomie fondamentale. Idéologique. Aujourd'hui, si même M. Tshisekedi mettait de l'eau dans son vin, je ne sais pas comment il va le faire, quelle sera la partie du programme du MLC qui pourrait adopter? Est-ce que même avec cette espèce d'amalgame, si je peux dire, il y aura moyen de trouver un compromis? Je pense qu'il y aura moyen de trouver un compromis. C'est pour ça que nous disons, commençons les débats par les programmes, par la vision.
Parce que pour nous, c'est ça le plus important. Les autres veulent nous ramener au débat sur les individus, sur les personnes. Vous avez tout à fait raison de revenir là-dessus. Nous sommes un parti qui considère qu'il faut encourager l'initiative privée dans ces pays. C'est ça qui a fait développer les États-Unis et les autres pays occidentaux. Dites que l'UDPS a plutôt une autre tendance. Mais je pense que si nous nous mettons autour d'une table, les problèmes fondamentaux du Congo ne méritent même pas un débat idéologique. Je vous donne un exemple. La reconstruction de l'État. Aujourd'hui, comme vous l'avez appris, l'armée angolaise, c'est, comme je l'ai lu dans un journal, fait une promenade dans le Bas-Congo, à Tchela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Congos ne disposent pas d'une armée digne de ce nom. Donc, si nous nous mettons d'accord avec l'UDPS sur la formation d'une armée professionnelle, c'est une armée digne de ce nom, capable de défendre les frontières et la population congolaise, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que pour se mettre d'accord sur la formation de cette armée, il faut être de gauche ou de droite. Donc il y a des questions de conciliation. Exactement. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous pouvons facilement nous mettre d'accord. Vous avez relevé des incohérences dans ce calendrier électoral. Effectivement, les techniciens estiment, au regard des réalités sur le terrain, il serait difficile d'organiser les élections selon les délais constitutionnels. Au niveau de l'opposition, les discours que vous avez tenus, que vous avez développés jusque maintenant, c'était il faut absolument respecter le calendrier, le délai constitutionnel, nonobstant toutes les difficultés évidentes sur lesquelles vous êtes tous d'accord. Alors maintenant, vous-même, vous relevez des incohérences par rapport à ce calendrier électoral. Que va-t-il se passer? Nous constatons que ça sera difficile, même si l'électorat est convoqué le 28 novembre, délai constitutionnel le respecté, ça sera difficile d'avoir des élections à cette date-là. Que va-t-il se passer? Que devront-on faire pour préserver quand même un climat apaisé dans le pays? Merci beaucoup, madame. Je pense que les gens se souviennent du discours de Jean-Pierre Bemba lorsqu'il s'incline devant les résultats de la Cour suprême. Il dit nous nous engageons à faire une opposition forte et républicaine. Républicaine, ça veut dire responsable. Responsable. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on parle du délai constitutionnel, la Constitution dit les élections, les scrutins est organisé 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Le président Joseph Kabila a prêté serment le 6 décembre 2006. Son mandat s'achève le 6 décembre 2011. 90 jours avant cette date-là, c'est le 6 septembre 2011. Voilà le délai constitutionnel qui est dans notre Constitution. Mais lorsque la CENI nous explique que nous ne pouvons pas, avec les difficultés que nous avons, respecter le délai du 6 septembre, nous devons aller jusqu'au mois de novembre. Nous avons été compréhensifs. Le délai constitutionnel n'est pas respecté. Nous l'avons accepté. Nous disons il y a des contraintes objectives. Nous l'avons accepté. Maintenant, vous dites, si ce n'est pas au mois de novembre, ce que nous disons, la République nous appartient à tous. Lorsqu'il y a des difficultés, qu'on nous en parle, qu'on nous explique. Si c'est des manœuvres dilatoires à caractère politique ou partisan, nous nous y opposerons. Mais si c'est des difficultés réellement non imputables à la volonté du gouvernement de retarder les choses, nous allons accompagner les processus parce que nous voulons des élections dans ces pays. Quelle est la solution alternative s'il n'y a pas d'élection? C'est quoi il y a la des solution? possibilités. Non, il y a des possibilités. La rébellion, les MLC a déjà donné, nous ne ferons plus jamais ça. L'insurrection, susciter les gens à se lever, à tout chambouler, faire une révolution. Je pense que le peuple congolais aussi a beaucoup souffert du pillage de 94 qui ont accompagné ce genre de mouvements de masse. Nous n'encouragerons pas cela. C'est pour ça que nous disons, nous faisons une opposition responsable, mais il faudrait aussi que nos amis d'en face, c'est de l'AMP, du pouvoir, soit aussi responsable. Le pouvoir organisationnel des élections, c'est la CENI. C'est la CENI, mais qui finance la CENI? C'est les gouvernements. On nous a expliqué qu'on ne peut pas faire le détour pour économiser les moyens que nous avons économisés. Nous supposons maintenant avoir les moyens, parce qu'il n'y a plus qu'un seul tour.
avoir les moyens suffisants. La CENI, aujourd'hui, depuis un mois, est en train de demander 30 millions de dollars au gouvernement. Jusque-là, il n'a pas encore obtenu 15 millions. Il a obtenu 15 millions. Mais il n'y a pas que les moyens financiers. Non, il n'y a pas que les moyens. Le cadre légal où vous, la loi en tant électorale. que député, vous avez... la loi électorale responsabilité. ne bloque pas trop. C'est justement la volonté du pouvoir qui veut tout changer dans la loi électorale qui bloque un peu. Est-ce que vous n'avez pas été distrait au Parlement, justement, puisque le scrutin a été ramené à un tour, de modifier justement pendant la révision constitutionnelle cet article de la Constitution qui prévoit 90 jours avant la date de prestation de serment? Ce n'était pas une distraction au Parlement pour éviter justement cet imbroglio? Madame Magui, vous savez comment ça s'est passé cette révision de la Constitution? La procédure n'a pas été respectée. On a réuni un congrès, Assemblée nationale, Sénat, sur un ordre, sur un règlement intérieur annulé par la Cour suprême de justice. Nous avons dénoncé tout cela à l'époque et nous avons quitté la salle. Donc nous ne sommes pas sur ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qui s'est passé là-bas. Pour nous, la modification de la loi électorale devait juste s'adapter aux articles modifiés dans la Constitution. Mais on a vu nos amis du pouvoir AMP vouloir aller plus loin, modifier les modes de scrutin. Ce qui a été tout de suite rejeté. Ça a été rejeté justement, même par les députés de la majorité. De la majorité, tout le monde a rejeté. Ce n'était pas raisonnable. Justement, voilà ce que nous demandons au pouvoir. Soyons raisonnables. Si nous voulons gagner du temps, il faut être raisonnable. La CENI dit quoi? Donnez-moi un mode de scrutin avec lequel mes agents sont déjà habitués. C'est le mode de scrutin de 2006. Lorsque vous changez le mode de scrutin, il faut renforcement des capacités du personnel. Lorsque vous modifiez les circonscriptions électorales, qu'est-ce qui va se passer? Il faut reconfigurer les logiciels. Donc, vous repoussez encore les délais. Qui ne veut pas des élections à la date précise? On a l'impression que c'est ceux qui sont au pouvoir. Honorable Louaka, vous êtes, là je vous appelle Honorable Louaka, vous êtes au Parlement, puisqu'on parle de la loi électorale qui est sous examen, qui est à la commission PAG en ce moment. L'on apprend, vous allez peut-être nous donner la vraie version, que l'on pense ramener Kinshasa à 24, comment on appelle ça, circonscriptions électorales. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat par rapport à la faisabilité? Nous pensons que c'est des calculs politiciens. Des calculs politiciens parfois des bas étages. Parce que ceux qui se souviennent qu'en 2006, on a eu des élections au niveau des communes. Il y a un calcul, je peux citer les noms du parti, c'est le PPRD. Le PPRD considère que lorsqu'on diminue la taille des circonscriptions, on augmente les chances des candidats du PPRD, ce qui est faux. Pourquoi? En 2006, on a eu des élections provinciales au niveau des communes. Le résultat est là. Les MLC, 22 députés provinciaux. Les PPRD en a eu 8. Les PALU, 0. Et je rappelle aussi qu'en 2006, l'actuel Premier ministre était candidat à député provincial à la Gombe. Il a été battu par une maman du PPR, du MLC. Donc, s'ils veulent, par ces faux calculs-là, revenir à ces circonscriptions, nous sommes prêts. Mais nous considérons qu'on veut compliquer la situation pour rien. Deuxième observation. Pourquoi on veut faire des communes, des circonscriptions électorales au niveau des députés nationaux seulement à Kinshasa? Il n'y a pas de communes au niveau de Lubumbashi. Lubumbashi, il y a des communes. Kisangani, il y a des communes. Matadi, il y a des communes. Mbadaka, il y a des communes. Pourquoi seulement Kinshasa? C'est plus grand peut-être. Autre chose. Autre chose. Pourquoi on veut superposer plusieurs légitimités dans la même circonscription? Vous faites de la commune la circonscription des députés nationaux, voilà ce qui va se passer. Député national, élu dans une commune, par exemple Kitambo. Député provincial, élu dans Kitambo. Et les conseillers municipaux, élus dans Kitambo. Et on m'avait même dit à une autre élection locale, là, toujours 4 élections dans la même circonscription. On n'a jamais vu ça. À quel niveau on va faire la démarcation, quoi? Exactement, c'est comme ça on a dit, les députés nationaux restent au niveau des circonscriptions. Ce ne sont pas des districts, parce que les gens disent, oui, c'est des districts. Non, Mongafula n'a jamais été dans le Kunga. Et la loi électorale n'a jamais parlé des districts. La loi électorale parle des KIN 1, KIN 2, c'est des circonscriptions électorales. Et peut-être un dernier point. Les circonscriptions électorales ne sont pas obligées d'épouser une entité à la taille d'une entité administrative. Oui, peut-être, je ne sais pas, le fond de cette question que nous abordons avec vous,
c'est quand même Jean-Pierre Bemba. En toile de fond, tout ceci, c'est autour de sa personne et de sa situation. Au jour d'aujourd'hui, comme disent certains, quelle est la situation de votre président, du président national du MLC? Voici la situation de notre président national en ce qui concerne le déroulement du procès. Nous avions toujours dit que c'était un prisonnier politique, mais les gens pensaient que c'est de la propagande, c'est des slogans. Je vais vous donner 3 faits qui se sont déroulés dernièrement à la CPI. Premièrement, il y a un témoin qu'on appelle témoin 73, qui a dit ceci. Il a expliqué comment on a récolté son témoignage. On est venu lui dire, si tu dis que ta fille a été violée, voici ce que les Blancs vont venir te donner. On a établi pour le monsieur toute une liste de biens, télévision, machine à coudre, moto, et tout, et le monsieur a signé. Il a dit devant le juge. C'est comme ça qu'on m'a dit que je fasse un faux témoignage, les Blancs viendront me donner de l'argent. Et ils n'étaient pas les seuls parce que beaucoup de filles de ces villages-là se sont inscrites aussi sur la liste, Témoin 73. Deuxième événement, le procureur Moreno fait appeler le procureur de Bangui comme témoin à charge contre Jean-Pierre Bemba. Le monsieur arrive devant le juge, voici ce qu'il déclare. J'ai mené mes enquêtes pendant 3 mois. Après les événements de Centrafrique, le procureur, c'est un Centrafricain qui l'a dit, il n'est établi aucune part, je n'ai constaté aucune part l'engagement de Jean-Pierre Bemba dans la chaîne de commandement. Jean-Pierre Bemba a mis ses hommes à la disposition des Patassé. Ces hommes-là étaient gérés par le chef de la garde présidentielle de Patassé. Ça, c'est le procureur de Bangui qui vient décharger Jean-Pierre Bemba. Troisièmement, et là, ça s'est passé hier. À la reprise du procès. Ça s'est passé hier, on a fait venir le juge de Bangui. Les gens ne se souviennent peut-être pas. L'affaire de Centrafrique avait déjà été jugée à Bangui. Il y a un juge qui avait prononcé un non-lieu en faveur de Jean-Pierre Bemba. Le monsieur a été invité hier à la CPI. Voici ce qu'il a dit. Je n'ai pas trouvé de preuves d'implication personnelle de Jean-Pierre Bemba dans ce qui s'est passé. Voilà pourquoi j'ai prononcé et je maintiens mon non-lieu. Jean-Pierre Bemba n'est pas impliqué personnellement dans ce qui s'est passé là-bas. Voilà les 3 éléments qui nous poussent, nous, les cadres du MLC sympathisants, à être optimistes sur une issue favorable de ces procès dans les mois à venir. S'il vous plaît, je vous donne, il nous reste très peu de minutes. Monsieur Thomas Lohaka, tout au long de l'émission, vous avez fait allusion à l'ampleur, la popularité qu'avait le MLC en 2006 et qui vous a valu 42% pour votre candidat au second tour. On a souvent parlé de la fourmi qui est l'emblème de votre parti. Cet emblème qui a beaucoup joué sur les listes électorales. Lorsque les gens partaient voter, on ne regardait même pas le nom. Vous avez évoqué la députée provinciale de la Gombe qui a battu le Premier ministre actuel. Est-ce que cet effet fourmi, vous pensez, avec la crise qui sévit aujourd'hui au MLC, cet effet fourmi sera reconvertible en 2011 ? Non, je pense que c'est possible. Nous allons nous mettre avec les amis du parti. Nous sommes déjà à l'œuvre pour voir comment redynamiser, remobiliser nos troupes. Et ce qui était intéressant, c'est que souvent aussi, l'effet fourmi a joué en 2006, mais aussi les gens, c'était la première fois qu'ils allaient au vote. Il y a eu de l'escroquerie électorale. On connaît certaines formations politiques au premier tour, surtout dans les Bandundu. Ils ont dit les 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas voter Joseph Kabila. La population leur a fait confiance. Au deuxième tour, ils se sont ralliés à Joseph Kabila. Je pense que la population maintenant est éveillée. Elle sait maintenant qui est quoi dans ce pays. Je pense même que l'effet fourmi va avoir plus d'amplitude parce qu'exactement dans ce pays, on sait quel est le parti d'opposition qui sont avec le pouvoir. Aujourd'hui, il y a des témoins qui sont attendus à la Cour pénale internationale. On parle d'Olivier Kamitatou, Alexis Tambwe-Mwamba et tout. Je ne sais pas, ils étaient avec vous il y a quelque temps. Qu'adviendrait-il s'ils donnent la preuve du contraire, de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au témoignage qui décharge Jean-Pierre Bemba Gombo? Ils étaient avec Jean-Pierre Bemba en ce moment-là, pendant que se passaient les événements. Oui, j'y étais aussi, madame. Vous-même, personnellement, que certains disent que d'ailleurs c'est vous qui devriez répondre, parce que c'est vous qui étiez aux commandes de l'armée. Vous étiez ministre de la Défense, vous l'avez dit vous-même. Non, je ne renie pas, je vais assumer mes responsabilités. Et
les deux amis que vous venez de citer n'étaient pas à Bangui, j'étais à Bangui. Donc je sais ce qui s'est passé là-bas, il ne s'est rien passé. C'était des broutilles, on a arrêté les gens qui ont fait ces bêtises-là, qu'on avait jugé publiquement d'ailleurs à Guado. Je reste serein là-dessus. Et les témoignages que nos anciens amis pourraient apporter là-bas ne m'inquiètent pas. Parce que qu'est-ce qu'il faut établir là-bas? Il faut établir deux choses. Soit Jean-Pierre Bemba a donné l'ordre de violer, de tuer massivement la population centrafricaine. Ce qui, même le Moreno ne le dit pas. Il dit non, Jean-Pierre n'a jamais donné cet ordre. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est poursuivi comme chef hiérarchique. C'est-à-dire, il a eu connaissance de ce qui s'est passé, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire stopper cela. Voilà le point sur lequel on est en train de poursuivre Jean-Pierre Bemba. Je ne pense pas que nos amis qui vont aller témoigner ont des preuves que Jean-Pierre Bemba n'a rien fait pour arrêter. Parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque nous avons appris, personnellement, je suis allé en Centrafrique, on a fait des arrestations, nous avons amené les jeunes gens à Bangui, ils ont été jugés publiquement. Et même Jean-Pierre Bemba a écrit aux Nations Unies, les représentants des Nations Unies, les documents existent. Donc il a fait tout ce qu'il fallait faire comme chef hiérarchique. Monsieur le secrétaire général, vous dites, il y a une semaine, j'inaugure une nouvelle ère au MLC, et vous utilisez le mot réarmement, je crois, si je ne me trompe pas. Renouvellement, comment? Réarmement et renouvellement, en quoi faisons? Les mêmes hommes, les mêmes structures, redynamisation. En avez-vous les moyens? Parce que la question fondamentale, au MLC aujourd'hui, semble-t-il, c'est un problème de moyens. C'est un engagement que vous avez pris publiquement. Oui, les structures sont là, mais on a remarqué aussi la cause aussi de la léthargie, et que certains camarades sont fatigués, n'ont plus la motivation nécessaire pour poursuivre ces combats, cette lutte. Et ceux qui veulent continuer encore avec les MLC, avec des postes de responsabilité, seront reconduits dans leurs fonctions, mais il y a d'autres qui considèrent qu'ils peuvent un peu se mettre à l'écart. Nous allons revoir, responsabiliser des nouvelles figures. Peut-être on a l'impression que il n'y a que les gens de poids qui quittent les MLC, mais les gens oublient souvent que les MLC en soi, c'est une école de formation. Il y a des gens qui sont venus au MLC que vous ne connaissiez pas. Ils partent aujourd'hui du MLC avec une plus-value politique. Le même mécanisme va se répéter. Il y a des jeunes gens dynamiques qui sont avec nous, des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons dynamiques. Ils sont là, on va leur confier des postes de responsabilité. Ils sont très bien formés, très combatifs. Vous allez les découvrir dans les mois à venir. Et peut-être dans 5 ans encore, on va dire « Oui, mais il n'y a que des gros poissons qui quittent les MLC. » Mais c'est les MLC qui les forment. Voilà, alors pour terminer cette interview, Monsieur le secrétaire général, honorable député, l'électorat est convoqué le 28 novembre. Quand est-ce que vous allez organiser votre congrès pour vous apprêter à être prêt pour aller aux élections? Je pense probablement, je dis bien probablement, au mois de juin, parce que vous savez, c'est une grande logistique. Il faut faire venir des gens de toutes les provinces, de tous les territoires qu'il faut léger à Kinshasa. Et ça demande vraiment une très très bonne organisation. Sur le plan politique et sur le plan logistique, nous sommes attelés à nous voir un peu comment nous allons organiser le plus rapidement cela. Mais je peux rassurer nos membres, nos militants et nos cadres que le MLC sera prêt les moments venus. Pour les élections? Pour les élections. Je vous remercie, Monsieur le secrétaire général. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot par rapport à cet entretien que nous avons eu, un message particulier que vous souhaiteriez adresser à vos militants et aux citoyens congolais par rapport aux élections. Ce que je peux dire, que nos militants, nos cadres, nos sympathisants ne soient pas désorientés par cet épisode peut-être de séparation douloureuse. Mais je sais que ça va finir bientôt. Le MLC va se remettre en ordre de bataille. Le MLC va revenir à ses fondamentaux, défendre les intérêts de la population sur base de son projet de société. Les MLC, nous sommes réclamés un peu partout parce qu'on dit vous n'êtes plus visible. Nous allons nous remettre au travail rapidement pour réapparaître dans toutes les provinces de la République. Les MLC est là. Les MLC, c'est la seule organisation politique qui, depuis sa naissance, n'a jamais connu de scission, et je pense que cela va continuer. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour notre 13e anniversaire. D'ailleurs, cela pourra se faire au stade Tata Raphaël. Merci beaucoup, et merci à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir.